Bonjour Didier, Bonjour Carole, ça me fait plaisir de te voir. moi aussi. Voilà, des petites retrouvailles en France après cette rencontrée en Inde. Et voilà, et l'histoire continue et se poursuit de façon tellement magique ici en France. Donc voilà, c'est peut-être le début d'une grande aventure. Mais ouais, j'avais pas eu l'idée de faire ça en fait au Mhm. départ. Et puis finalement, l'idée a eu lieu il y a 3 jours, donc ça tombe bien, du coup ça se fait, merci d'avoir accepté. Avec grand plaisir, Mhm. Donc je vais te poser des questions forcément sur le sujet qui nous unit, bien sûr. c'est l'éveil en fait. D'accord. Donc j'ai 5 questions à te poser et puis voilà, donc on peut parler de réalisation de sa vraie nature, on peut parler de l'éveil. Bon, ma question c'est en fait, qu'est-ce que l'éveil? D'accord. Je pense que c'est beaucoup plus connu du grand public, hein, l'éveil, hein, Oui, plutôt tout que à la fait. réalisation du soi. Bien sûr. Voilà, donc qu'est-ce que l'éveil pour toi, Didier? Ah, c'est une toute petite question et puis ça pourrait demander bien sûr des heures de raffinement par rapport à ça, quoi, en fait. Sûr. Mais si on veut faire direct, si on veut aller directement au cœur du sujet, de ce que je peux témoigner là, en fait, Euh, l'éveil, c'est l'éveil, non pas mystique, non pas quelque chose d'extraordinaire, c'est tout simplement l'éveil du rêve de la séparation. C'est-à-dire que de notre, tout simplement de notre vie journalière, il y a des éléments qui apparaissent et des relations, des aventures, etc. Et il est possible que, et c'est souvent le cas, qu'il y a une histoire rajoutée là-dessus qui raconte l'histoire d'une personne localisée, qui est un endroit particulier, qui a un agenda particulier, qui raconte des histoires de moi, qui est engagé dans le temps, dans l'espace, etc. Et cet éveil, c'est juste une forme de cessation, cessation de ce narratif qui est juste en fait finalement un ensemble d'idées qui sont emmêlées ensemble, qui racontent une histoire. J'appelle souvent ça Maya parce que ça me fait rire. C'est dans la tradition de l'Advaita Vedanta en fait. Mhm. C'est pas un terme compliqué ni technique, c'est juste de dire il y a cette vie qui se vit, on en a déjà parlé. Est-il possible de la vivre sans rajouter tous ces concepts de moi et des autres? Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité d'une forme de cessation de ce mouvement-là qui amènerait une forme de simplification et de toute évidence la paix qui va avec, quoi, en fait. Donc cet éveil-là, c'est cette cessation. Voilà. Mhm. Alors quand tu parles de Maya, Maya ça veut dire le rêve, c'est ça? Alors Maya, c'est le rêve, c'est le principe qui génère ce rêve, en fait. Hein. Le rêve lui-même euh, est généré par un ensemble de, de croyances, hein, donc d'éléments qui semblent être vrais toute une vie, qui dit par exemple, moi, donc ça commence comme ça, je suis né, et là on va dire, bah oui, il y a quelque chose qui a été né, on est bien d'accord, hein, il n'y a pas de doute, mais c'est quoi ce moi qui a été né, il est où, il est à quel endroit, etc. Donc on va remettre en question tout ça. Et Maya, c'est tout le narratif finalement qui raconte l'histoire du moi, qui moisse toute une vie, Mhm. on pourrait dire d'aventure en aventure, mais qui n'a jamais pu être réellement identifié ou isolé concrètement. Donc on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Et c'est ce moi qui est cette histoire, ce narratif-là, qui est un processus impersonnel. C'est pas quelque chose que l'on fait, qui apparaît en notre histoire, qui raconte la séparation, qui raconte l'isolement et qui finalement amène une grande souffrance. Et ça suppose qu'il y ait un rêveur, c'est ça, un moi qui rêve, c'est ça, comment on Non, pourrait... c'est pas le moi qui rêve. Le moi fait partie. Donc, si on prend la métaphore du rêve, donc en ce grand rêve, c'est pas vraiment un rêve, hein, c'est une réalité, mais en ce grand rêve, on pourrait dire de notre vie ordinaire, de notre vie quotidienne, euh, il y a un certain nombre d'éléments qui sont là, avec une cohérence, qui font qu'une aventure apparaît. Le moi est une aventure supplémentaire rajoutée à l'aventure principale. Donc l'aventure principale, de façon traditionnelle, est appelée lila. Donc c'est le jeu divin, hein, J-E-U, donc le jeu divin. Et l'aventure optionnelle, donc qui peut amener justement cette souffrance, c'est l'idée, la croyance en une forme de séparation, une forme d'identité particulière à un endroit, et qui s'appelle Maya, et qui donc euh, peut amener à une mutation de toute l'histoire en rajoutant une souffrance souvent absolument concrète. Hein, c'est pas, les causes sont illusoires,
Ces croyances sont illusoires, n'ont jamais été vérifiées, mais les conséquences, la réalité du vécu, cette souffrance est réelle. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Est-ce que je fais un amalgame si je dis que le rêve, le moi, serait sensiblement proche de l'ego, des pensées, du mental? Oui, bien sûr. Alors, on ne va pas tout mettre dans le même sac. Le concept d'ego, effectivement, s'il se rapproche le plus. Je ne l'utilise pas parce qu'il est tellement technique et en fait, il décrit plusieurs choses suivant les différents outils qu'on utilise. Si c'est la psychologie, la psychiatrie, suivant les traditions, ce sont des concepts qui ont évolué. Donc, je vais pas l'utiliser, mais bon, ça pourrait en faire partie. Le mental lui-même, c'est pas un problème. Le mental, ces pensées qui arrivent, elles peuvent raconter des tas d'histoires magnifiques. Peut-être que la chose à remettre en question, c'est cette partie du mental particulière qui raconte l'histoire de moi, donc techniquement qui moisse et qui raconte moi ici, moi là-bas, moi à la plage, moi au ski, un peu comme dans les aventures de Martine, quoi, en fait. Comme une sorte de personnage qui rajoute une histoire dans l'histoire? Exactement, exactement. Un rêve dans le rêve? Exactement. Et qui peut-être s'identifie tellement à en souffrir, c'est ça, si on résume un peu tout ce que tu dis? D'accord, mais l'identification, c'est pas ce personnage virtuel parce qu'il ne peut rien faire, il est virtuel. Donc il n'a aucune capacité réellement d'action, il est juste supposé au sein de l'histoire, un peu comme un fantôme dont on aurait peur toute une vie, qu'on n'aura jamais pu isoler, mais qui semble être là parce qu'il y a des effets secondaires. Il y a les bruits du fantôme, il y a un peu la lumière du fantôme, donc on n'a pas vraiment vérifié, mais on suppose qu'il y a un fantôme. Donc ce moi, c'est la même chose. En réalité, il n'existe pas, donc il ne peut rien faire. Donc c'est pas le moi qui génère une souffrance. Ce qui génère une souffrance, c'est justement la peur irrationnelle générée par cette idée du fantôme, donc cette idée du moi. Et donc il y a un moment donné où je suppose qu'il y a un phénomène qui fait que, pouf, cette idée du moi disparaît. Alors, pouf est une belle description. Mais c'est pas toujours pouf. Des fois, c'est beaucoup plus étalé dans le temps. Il y a une forme de mutation qui se met en place et qui n'est pas forcément perçue immédiatement. Parce que ce dont on parle, c'est pas un état extatique, c'est pas, en anglais on dit a peak experience, c'est pas une expérience du sommet en fait. C'est une possibilité, donc j'en ai parlé comme une cessation, d'un arrêt de ce mécanisme impersonnel de séparation, et donc qui peut être effectivement, qui peut s'arrêter comme s'il y avait un court-circuit dans le mécanisme, donc c'est très brutal, c'est ce qui m'est arrivé au sein de cette histoire-là, très très brutalement, ou alors qui est comme si l'électricité partait petit à petit et que le mécanisme s'arrête tout simplement, comme une espèce de robot qui était alimenté et qui a arrêté de fonctionner à un moment donné. Et peut-être quelques semaines, quelques mois, quelques années, des fois après, en regardant en arrière, on s'est dit, ah oui, tiens, c'est bizarre, c'est tout ce moissage qui a été fait tous ces derniers temps n'apparaît plus. Pourquoi, comment? Et réaliser que finalement, cette vie s'est vachement simplifiée, finalement. C'est quelque chose qui s'est débranché. C'est ça, oui. Du coup, ça me fait penser à me poser cette question. Pour toi, comment ça s'est passé alors? Ce que je disais dans ce cas-là, dans cette script-là, qui n'est pas représentatif, hein, c'est une des possibilités, il y a eu comme une forme peut-être d'abandon de la recherche, on en parle souvent comme ça, dans le sens où il y avait les éléments présentés de dire est-ce que cette personne indépendante existe vraiment, quelle est sa définition. Donc j'ai eu la chance de rencontrer ce guide à Bombay qui s'appelle Ramesh Balsekar, qui était très pointu par rapport à cette recherche, par ce mécanisme de déconstruction, tu vois. Donc on a déconstruit ensemble, hein, c'est ce que je fais dans les ateliers généralement, et donc j'avais un petit peu tout le mécanisme complètement déconstruit, on pourrait dire posé sur la table métaphoriquement devant moi, quoi, en fait. Qu'est-ce que j'en fais? Et j'avais plus rien à en faire, et puis c'est presque dans une forme de désintérêt où je me suis dit, mais même toute cette déconstruction, c'est la déconstruction de quelque chose qui n'existe pas réellement. Et donc, c'est comme si tout s'annulait d'une manière. Donc, se défaire de ce moi lui-même a disparu. Donc, il y a la contraction initiale qui est la séparation. Ensuite, il y a la recherche, l'exploration qui est une forme d'outil pour arrêter cette séparation, pour l'adoucir, pour la mettre en lumière, pour la comprendre. Et à un moment donné, les deux, la séparation et l'absence de séparation disparaissent. Et dans certains cas, c'est beaucoup plus doux. Et dans mon cas, ça a été abrupt d'une seconde à l'autre.
il est apparu qu'il n'y a jamais rien eu qui s'est passé, que l'idée et son contraire, c'est-à-dire l'idée de la séparation et de la non-séparation, les deux avaient disparu. Il ne restait que cette vie directe, intime, non fragmentée, et c'est très difficile d'en parler à partir de là. Effectivement, il y en a pour qui ça se fait tellement doucement qu'ils ne se rendent pas compte. C'est ça. Et pour certaines, ça peut être très très abrupt. C'est-à-dire qu'on parle aussi de cette fameuse la lune noire. C'est la nuit noire de l'âme. D'accord. Et donc ça peut être très, très douloureux. Hein, très... Voilà, parce qu'il y a des étapes intermédiaires qui peuvent, pas toujours, hein, mais qui peuvent être pénibles. Par exemple, si au cours de cette exploration, il y a une déconstruction de ce que l'on croit être, on a l'impression d'exister moins, parce qu'on a enlevé des pièces énormes de notre définition, de notre réalité relative. Donc si par exemple je suis quelqu'un qui a peut-être une belle action dans la vie, avec des choses, par exemple de la création, en tant qu'artiste, et qu'on enlève l'idée du libre arbitre et qu'il y a réellement quelqu'un qui a été là au cœur de l'action et que c'est en fait pas comme ça que ça fonctionne, que c'est la vie dans sa totalité qui représente quelque chose toujours, quoi, en fait. Il y a un peu le sentiment d'être dépossédé, hein, de quelque chose, de dire oui, bah, à quoi ça sert que je me lève le matin, pourquoi je sortirais du lit, parce qu'il n'y a plus rien qui fait du sens, quoi, en fait. Et c'est une étape, c'est pas rare du tout, hein, c'est assez fréquent, et dans certains cas, ça peut être tellement profond que on s'approche d'une forme de dépression profonde, tu vois, et qui peut, dans certaines histoires, bon, je ne vais pas effrayer les auditeurs, mais durer des semaines, des mois, et des années, des fois, en fait. Hein. Donc, c'est là que c'est important, peut-être, enfin, important, que c'est une bonne idée de se faire guider dans ces situations-là et de ne pas rester tout seul, quoi, en fait. Donc, d'approcher quelqu'un qui puisse sortir un petit peu d'une forme d'immobilisme parce que tout est noir, c'est un trou, en fait, finalement. C'est un vide, hein, c'est un vide. Hein. Un vide et je suppose qu'il y a plein de choses qui continuent à se déconstruire petit à petit. Oui, sauf que si la dépression est trop grande, il y a une forme de nihilisme qui se met en place et il y a tout qui s'arrête un petit peu, quoi, en fait. Donc c'est pas forcément très joyeux, bien sûr, très constructif. Il est, à mon avis, plus intéressant comme disait Churchill, quand vous êtes en enfer, traversez-le. Donc c'est d'aller de l'autre côté, quoi, en fait. Et donc je suis là peut-être à ma petite capacité de prendre ces chercheurs égarés dans une espèce de noirceur, d'une espèce de dépression existentielle, hein, réellement, et de les prendre par la main et de les amener de l'autre côté, et pas les faire revenir en arrière, bien sûr. Ça me fait penser à une sorte de traversée de la désillusion, un peu, bien sûr. voir le mirage pour ce qu'il est. Oui, bien sûr. Donc c'est cette désillusion qui est porteur peut-être d'un message relativement déprimant, finalement, que tout devient insignifiant, quelque part, ma propre existence, le sens de la vie. Donc il y a quelque chose qui est très nihiliste là-dedans. Et à un moment donné, de voir que même cette désillusion est une forme de rêve, et que la boucle est bouclée. Au final, la vie peut se vivre directement en la présence et en l'absence de cette désillusion. Les deux disparaissent aussi, quoi, en fait. Ça peut être aussi très léger. Ça me fait penser aussi à le poids du moi qui s'effondre, peut-être une légèreté qui peut apparaître. Bien sûr. Bien sûr. Et un ouf, une paix, une sérénité qui peut s'en suivre. Donc ça, c'est les petites lumières qui s'allument, tu vois. Et peut-être là, il y a une possibilité d'errance, parce que les petites lumières qui s'allument sont quelque part comme d'autres objets auxquels on pourrait s'en identifier, d'essayer d'attraper cette expérience de joie, de paix, comme si on la construisait nous-mêmes. En réalité, cette joie, cette paix, est l'absence justement de tout cet imaginaire de séparation, quoi, en fait. Et c'est pas quelque chose qu'on peut construire, c'est quelque chose que l'on est. Qui a toujours été là. Bien sûr. Qui était masqué, voilé par un intermédiaire imaginaire, c'est ça. Bien sûr. Personnage, se croyant bien sûr. Aux commandes. Oui, au centre de perception, aux commandes, localisé dans le temps et dans l'espace, etc. Quoi. En fait, il y a un nombre
assez grand de possibilités d'identité, et souvent qui sont même cumulées les unes sur les autres. Donc finalement, avec ce que tu as vécu, hein, parce que on va dire c'est ton cas, entre guillemets, hein, qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta vie après la réalisation de ta véritable nature, après l'éveil? D'accord. Donc qu'il va falloir dire tout de suite là maintenant, c'est que, et je le dis tout le temps, mais là je vais le répéter, c'est que personne ne s'éveille réellement. Donc on ne parle pas de l'éveil de Didier. C'est un paradoxe, hein, parce que forcément Carole parle à Didier qui semble avoir vécu quelque chose. Donc ce dont Didier peut témoigner, c'est des effets secondaires, c'est des informations carrément en illustration de quelque chose d'infiniment plus central qui n'appartient pas à Didier, qui n'a aucun rapport avec Didier, quoi, en fait. Donc c'est un peu bizarre de parler, de dire Didier est éveillé, ça ne fonctionne pas du tout, parce que c'est pas là que ça se joue. Les effets secondaires, on peut en parler, hein, ça c'est correct. Après, ce sont des effets secondaires. Donc, quelque part, dans un tout premier temps, en tout cas dans mes ateliers, la première information que je donne, c'est on s'en fout. Après, s'ils arrivent naturellement et qu'il n'y a pas une nouvelle possibilité d'identité à travers ça, donc de recherche comme une forme de drogue, finalement, il y a la réalisation que ces effets secondaires ne sont pas réellement des effets, c'est finalement l'essence de cela qu'est la vie, qui est faite donc dans la tradition par exemple de l'hindouisme, comme Sat, Chit, Ananda. Donc Sat étant ce sens d'existence, je suis, hein, donc ça c'est quelque chose de très simple que tout le monde peut vérifier, je suis. Chit, c'est le principe de conscience qui est que celui qui vit se sait vivant, donc il y a la possibilité d'une forme de vie qui se reconnaît, directement en fait, qui se sait à travers non seulement la totalité de ce qui apparaît, mais aussi directement. Et il y a Ananda, et ça c'est vraiment la partie intéressante qu'on appelle le changement de la vie. C'est Ananda qui était toujours là, hein. Il n'avait jamais été réellement éliminé, ou il n'avait jamais disparu, mais il était caché, comme tu disais tout à l'heure, par un incroyable brouhaha de pensée au sujet de moi et mon histoire, etc. Et à ce moment-là, cet Ananda apparaît, pas comme une expérience, mais comme la matière même de cette vie. Et cet Ananda, on pourrait dire que c'est paix, ce serait le premier mot qui me viendrait. Traditionnellement, c'est félicité, mais félicité, il y a un côté un petit peu fêtard que j'aime pas trop, mais c'est une paix joyeuse, on pourrait dire. Ce serait vraiment la meilleure définition, quoi, en fait. Donc on peut dire que cette paix joyeuse informe, donc crée la forme de tous les éléments de ce que je pourrais appeler la vie de Didier. L'accès direct à la paix, alors. C'est ça, qui n'est pas une fonction de quelqu'un, mais qui est la matière même de cette vie. Sans Didier, on peut dire ça? Alors, Didier, il est là, j'espère que tu as reconnu qu'il était de l'autre côté de la caméra, donc ce personnage est bien là, c'est pas un problème, hein, mais est-ce que ce Didier est l'essence même de cela qui vit, du cœur de la vie, si là en ce moment, Carole, je te demande de retourner l'attention vers ce sentiment d'exister, ce je suis, est-ce que ce je suis là est en rapport avec Carole? C'est ça à vérifier, et la découverte c'est de dire non, il n'est pas en rapport avec Didier, il n'est pas en rapport avec Carole, il existe par lui-même, et non seulement il existe par lui-même, mais il n'est nulle part localisé dans cette pièce, dans cette conversation, et d'un autre côté, et aucun endroit de cette conversation, de cette pièce n'échappe à cette existence initiale, cet jaillissement d'être, parce que c'est le constituant de tout ce qui se passe, de toute cette histoire, quoi, en fait. Donc c'est vraiment une inversion complète de la lecture, qui pourtant garde les mêmes éléments là. Donc le personnage Didier, il est toujours là, le personnage Carole est toujours là, simplement c'est plus, on pourrait dire, en résumé, c'est plus le centre du monde. Quelque chose de beaucoup plus large. Oui, plus large, ou plutôt que dire plus large, on pourrait dire parce que ça donne encore une forme comme si c'était une expansion de Didier quelque part. Je dirais de non localisé, c'est plus intéressant que de dire de plus large, quoi. Tout à fait.
si tu avais des conseils, des pratiques, des écueils à ne pas tomber, des conseils en fait pour toucher la paix de plus près sans filtre, Mhm. sans la maya en fait. Sur la Maya. C'est toujours pareil, en cette réalisation de l'absence de levier au sein même de l'histoire, donc de Didier qui pourrait prescrire quelque chose à Carole et dire bah, tu fais ça et puis tu vas voir, ça va fonctionner. Donc tout ça, ça fait encore partie du rêve quelque part, quoi, en fait. Donc il y aura une description qui va apparaître, hein, c'est tout ce qu'on peut dire. Cette description va raconter, va donner des éléments. Cette description va modifier on pourrait dire les éléments en présence de la vie Carole, de cet aspect particulier. Est-ce que cette modification va modifier le cours pour amener à cette réalisation, pour amener à cette compréhension? Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Il n'y a pas accès à ça. Il n'y a pas une Carole qui pourrait ou ne pourrait pas faire quelque chose. Mais déjà, d'être réceptif à ce message, d'être, on pourrait dire, d'avoir une forme d'intérêt ou peut-être même de passion par rapport à ça, et le signe avant-coureur, j'en parle souvent comme ça, non pas la cause, mais le signe avant-coureur d'une possibilité de mutation de cette vie à quelque chose de plus léger, de plus ludique, de plus éveillé, on pourrait le dire, quoi, en fait. Qui finalement se déclencherait tout naturellement, Bien sûr. sans que quelqu'un appuie sur un bouton quelconque. Exactement, exactement. Mais tout est toujours comme ça, finalement. Sans, on va dire, on l'entend souvent, hein, mais sans peut-être s'identifier à un chercheur, un méditant. Et oui, le chercheur fait partie de l'obstacle, de toute évidence, quoi, en fait. Donc c'est un paradoxe, parce que c'est vrai que la recherche peut bien apparaître, donc l'écoute de vidéos, rencontrer des guides qui pourraient éventuellement sortir d'une situation ou d'une autre, pourquoi pas. Mais cette recherche va être toujours en danger d'une récupération de la création, de la croyance de quelqu'un au centre qui va profiter, qui va quelque part s'agrandir, qui va s'éveiller de par cette recherche. Et cette lecture-là est complètement une forme de roue de hamster. C'est-à-dire que la Maya s'entretient comme ça, quoi, en fait. Donc ma proposition généralement est réellement, et ça paraît impossible, mais c'est possible, donc c'est un autre témoignage, c'est d'essayer de rentrer dans les ateliers ou dans les communications que je fais, dans une forme d'intérêt par rapport au sujet, réel, avec du courage, avec une forme une forme aussi ludique, hein, parce que ça fait partie du principe, mais qui va s'intéresser à cette possibilité, hein, ce retournement de lecture de la vie, sans vouloir atteindre quelque chose, sans dire c'est pour, et surtout pas c'est pour moi. Donc j'appelle ça l'exploration pour l'exploration. Pour le plaisir. Pour le plaisir, parce que simplement ça fait, parce que la vie elle fait ça, elle ne peut pas faire autre chose. Parce que là, Carole, tu pourrais être en ce moment au Havre en boîte de nuit et t'amuser, et tu te retrouves ici à Lisières à écouter un sujet comme ça. Est-ce que ça aurait pu être autrement? C'est vraiment ça, tu vois. Donc, tout à fait, hein, il y avait l'élan, il y a le désir dans l'histoire de faire ça. Donc effectivement, j'ai été menée à faire ça, c'est clair. Exactement. Et j'en suis bien contente. Et moi aussi. J'ai une dernière question là. Vas-y. Est-ce qu'il y aurait des obstacles? Tu viens un peu d'en parler, hein, c'est de ne pas s'identifier aux chercheurs qui voudraient avoir quelque chose. Bien sûr. C'est l'obstacle principal, on pourrait dire réellement, quoi, en fait. Parce que je dirais le piège est toujours là. Les autres obstacles que je peux percevoir, enfin en tout cas on va dire, je vais utiliser un mot qu'on n'utilise pas souvent dans ces cas-là, qui est le mot statistiquement, de ce que je peux voir, c'est suivant le niveau d'énergie, et ça c'est un peu difficile à quantifier, qui est le niveau d'attention, quelque part la possibilité d'une forme d'une écoute profonde, d'une ouverture, d'une forme d'intelligence, mais pas l'intelligence dont on a l'habitude, c'est d'une intelligence de lecture de ce qui est dit, quoi, en fait. C'est ce niveau d'intelligence et de concentration demande un niveau d'énergie assez important. Donc les conseils tout bêtes, c'est de se reposer, de prendre soin du physique, donc pourquoi pas du yoga, pourquoi pas de la nourriture saine, pourquoi pas du silence, pourquoi pas de la méditation,
tout ça va amener une forme d'énergie, une forme d'équilibre qui va donner les outils, en tout cas le contexte, pas forcément les outils, mais le contexte en lequel un mouvement peut apparaître. Hein, donc c'est pas quelque chose qu'on va non plus pouvoir opérer, qui va apparaître, mais statistiquement, puisque je reviens au terme, je vois que des vies, non pas des personnes, mais des vies fatiguées, épuisées, je pourrais dire sans possibilité d'attention réelle, par exemple, typiquement qui vont même peut-être s'endormir dans ce genre de conversation, il y a très peu d'espoir pour que le message soit entendu réellement. Quoi, en fait. Hier, je me suis un petit peu... Ah, tu vois. On va faire attention à ça. Donc c'est pour ça que généralement, on m'a entendu plein de fois dire que je pense que le café est un cadeau des dieux et j'appelle ça un produit anti-Maya. Voilà. Donc c'est le conseil. Buvez du café. Cette émission était sponsorisée par Jacques Vabre, d'ailleurs. C'est vrai, en parlant d'obstacles aussi, là, pour moi, un des obstacles majeurs chez moi, c'était justement l'écart qu'il y a entre le sage, l'enseignant, entre guillemets, et le questionneur, comme moi. Oui. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je fais ce genre de vidéo, c'est pour le diminuer. Bien sûr, excellent. Voilà. Oui. Tu es d'accord avec moi pour dire que c'est un obstacle, hein, ça, c'est un énorme obstacle, bien sûr. Bien sûr. C'est cet imaginaire que il y a une forme de représentation qui dit il y a un moi quelque part pas encore développé suffisamment pour comprendre de quoi ça parle, et il y a un autre moi, même si c'est pas dans le vocabulaire, mais quelqu'un d'autre, donc à une distance, qui a quelque chose que je n'ai pas, et du coup il y a une forme de hiérarchie qui se met en place, quoi, en fait. Alors que fondamentalement, réellement, honnêtement, de mon point de vue, donc du point de vue de Didier, retournons la situation, reprenons le point de vue de Didier, je n'ai aucune possibilité d'imaginaire que Carole soit différente de Didier, parce que c'est cette même source qui est à l'œuvre, cette même... Ok, l'histoire peut être différente, mais on s'en fout fondamentalement. C'est pas là que la valeur est réellement. La valeur, elle est dans la vie elle-même, pas dans une forme particulière ou une autre forme particulière. Donc cette hiérarchie disparaît, mais complètement. Il n'y a plus possibilité de s'imaginer différent ou supérieur ou inférieur d'ailleurs de quiconque. Qui pourrait être différent de qui d'autre? Tout ça, ça fait plus aucun sens, quoi, finalement. Il y a une question qui me revient, je ne l'avais pas notée. C'est le livre Après l'extase, la lessive. Je n'ai pas lu le livre, je connais que le titre, mais il est tellement percutant, ce titre. Il m'a été recommandé par Frédéric Samedi, d'ailleurs. Il y a vraiment une lessive à faire, il y a vraiment... Alors, disons que bon, déjà, déjà, c'est pas dans tous les cas quelque chose qui est un passage obligé, hein, c'est sûr, quoi, en fait. Clairement, il y a une forme, dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, d'intégration, on pourrait dire, je dirais que ces évidences qui sont directement accessibles, ces conclusions vivantes, impactent la vie de tous les jours, et du coup peut-être il y aura une forme de compassion qui va apparaître, une forme de changement d'intérêt dans la vie, etc. Donc il y a des, par effet secondaire, hein, donc pas directement, il y aura une mutation, et cette mutation peut inclure ou pas une lessive qui est, je l'ai vu de mes yeux, que c'est pas arrivé dans ma vie, qui est à ce moment-là, sans ce filtre, sans ces barrières, des traumatismes qui sont revenus à la surface et qui racontaient l'histoire du pauvre moi pendant très longtemps, qui ont eu besoin d'être pris en compte et relus avec des yeux neufs. Et donc ça paraît vraiment comme une forme de lessivage de toutes ces mémoires, de tous ces traumas, et dans certains cas c'est intense, en fait. En tout cas, ça donne envie. Le désir est là. Ben oui, le désir, c'est la vie. Voilà. Alors, tout à fait. Eh ben, merci, on est dans le timing, tout juste 30 minutes. Génial, on a été top. Ben on est top toujours, non? On est top toujours, mais là,
La vie a fait comme il fallait. On va pouvoir aller manger. Ouais, excellent. Je te remercie Didier. Moi aussi, je te remercie, Caroline. C'était super.